Bon, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Eric Enes, donc je travaille à l'Institut Egmont. Je veux vraiment souhaiter la bienvenue à tout le monde, aussi bien les personnes qui sont venues ici chez nous à Egmont autour de la table que toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Euh, et surtout, un grand merci au professeur Sélastien Banza et au professeur Boudan Numérique qui sont venus nous rejoindre ici euh, pour nous parler d'un sujet d'une très grande importance, je crois. Et donc, le professeur Sélastien Banza est professeur ordinaire euh, à l'Université de Lubumbashi, faculté de médecine. Il est directeur de l'unité toxicologie et environnement. Il fait des études depuis très très longtemps sur donc l'effet de l'industrie minière sur la santé publique, spécialement au Katanga, ensemble avec le professeur Boudan Imeri, qui est professeur émérite pour le moment de l'Université catholique de Louvain. Et vraiment, soyez le bienvenu, professeur. Merci beaucoup. Et bon, je crois que pour vous donner la parole pour... merci beaucoup. Ok, bonjour à tous. Et nous allons parler cet après-midi des impacts de l'exploitation minière sur l'environnement et la santé dans le Grand Katanga en République démocratique du Congo. Nous allons partager ensemble notre petite expérience dans cette matière. Et nous collaborons depuis 2006 avec le professeur Venant Numérique qui est à mes côtés ici, et dans ce domaine. Pourquoi est-ce qu'il y a un impact, pourquoi est-ce que nous devons parler des impacts de l'extraction minière sur l'environnement, la santé? Et justement, c'est en rapport avec les ressources naturelles de notre pays, les ressources minières. Et la République démocratique du Congo contient beaucoup de minéraux, beaucoup de sortes de minéraux. Nous avons du cobalt, du cuivre, du lithium, le coltan, l'or, le diamant. Il y en a beaucoup. Et déjà en 1892, 92, Jules Cornet, c'est un géologue belge qui a fait les premières investigations géologiques dans notre pays. Il s'est rendu compte que c'était scandaleux, le nombre de minéraux qu'il a trouvés dans le pays. C'est ainsi qu'il parlera de scandale géologique. Donc, il a appelé notre pays le scandale géologique parce qu'il y a la multiplicité et la richesse de minéraux dans le pays. Et aussi, le sous-sol compte parmi les sous-sols les plus riches du monde en termes de ressources géologiques et minéralogiques. Nous avons du tantal, du lithium, du cobalt, la cassiterite, le cuivre, le diamant, le niobium, donc le coltan, le tungstène. Il y a beaucoup de minéraux dans notre pays. Mais la minéralisation n'est pas la même dans l'ensemble du territoire congolais. Donc, elle dépend du contexte géologique. C'est-à-dire que nous avons des minéraux différents dans les différentes parties du pays. Et ici, nous allons parler de deux zones importantes. Nous avons la zone où l'on trouve les minéraux du groupe du cuivre. Parmi les minéraux du groupe du cuivre, donc les métaux, nous avons notamment le cuivre lui-même, il y a le cobalt, l'uranium, le zinc, le plomb, le cadmium, le germanium, il y en a encore d'autres. Et ça, nous trouvons dans cette partie que nous appelons, qu'on appelle la Copper Belt, c'est-à-dire la ceinture de cuivre. C'est une ceinture qui part de la Zambie, comme vous le voyez, et qui va jusqu'en République démocratique du Congo. Mais quand on voit la topographie de ces ceintures, elle est beaucoup plus inclinée en Zambie en surface, chez nous en République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle en Zambie, vous allez trouver ce sont des mines souterraines, tandis qu'en République démocratique du Congo, nous avons des mines à ciel ouvert. Et c'est la raison encore pour laquelle nous avons du coltan, parce que le coltan fait partie des minéraux qu'on appelle minéraux oxydés, parce que ce sont des minéraux qui sont en surface. Tandis qu'en Zambie, on a des minéraux qui sont sulfurés, comme la chalcopyrite et d'autres. Ah oui, c'est bon. Et les métaux du groupe du cuivre, nous les trouvons surtout dans les deux provinces actuelles après le découpage. C'est le sud du Katanga, c'est-à-dire dans la province du Lualaba et dans la province du Haut-Katanga. Donc, Kolwezi et les environs.
Alors, donc, c'est dans cette partie où nous avons cette région qu'on appelle la Copperbelt, qui va de la Zambie jusqu'en République démocratique du Congo. Mais la Copperbelt est beaucoup plus large au niveau de la République démocratique du Congo. Nous avons l'autre groupe, c'est le groupe de l'étain. C'est là où nous trouvons l'étain lui-même. Il y a le l'olframite, qui est le minerai de tungstène. Il y a le coltan, le béryl. Nous avons la monazite aussi. Ça, nous trouvons dans cette ceinture qu'on appelle la zone stanifère, dans la zone de l'étain. Alors, comme vous pouvez le voir, cette zone est beaucoup plus large par rapport à la ceinture du cuivre. Et là, dans la zone stanifère, nous avons une partie du Haut-Katanga, c'est-à-dire au niveau de Mitoaba, le territoire de Mitoaba. Et nous avons en même temps, dans la province du Olomami, là, il y a le territoire de Bukama, et spécialement à Luena. Et nous avons aussi le territoire de Malem Makulu qui est considéré comme le poumon économique de la province du Haut-Lomami. Et ensuite, nous avons le Tanganyika, la province du Tanganyika. Là, c'est spécialement dans les territoires de Manono, le territoire de Nyunzu et le territoire de Kalemi. Ensuite, c'est le grand Kivu. C'est-à-dire, nous trouvons cette minéralisation dans la province du Maniema, dans la province du Sud Kivu et dans la province du Nord Kivu. Comme vous le voyez, et donc, cette ceinture stanifère qui va de Mitoaba jusqu'au niveau du Nord Kivu est beaucoup plus large au niveau du Sud Kivu et du Nord Kivu. Raison pour laquelle, donc, en fait, donc c'est-à-dire quand vous voyez tout cela, vous voyez que notre pays, c'est vraiment un scandale. Et Gilles Cornet avait raison de l'appeler un scandale géologique. Mais c'est un problème, ces scandales, parce que on dirait que en fait, ce sont les ressources de la malédiction. Ça nous attire la malédiction. Parce que à cause justement de ces ressources naturelles, il y a beaucoup de convoitises d'autres pays. Et ce qui fait que le pays reste dans l'instabilité. Nous avons notamment au niveau de l'Est, cette partie qui devient beaucoup plus grande, c'est là où il y a en fait pratiquement la guerre chronique. Chaque année, il y a plus de 30 ans de guerre à cause justement de ces ressources qui sont là. Et cela a entraîné les déplacements des populations. Donc, nous avons à tout instant, depuis 30 ans, des déplacements des populations. Il y a les enfants et les femmes qui sont adressées et qui sont en déplacement. Nous avons donc aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la transition énergétique, parce qu'on voudrait abandonner les voitures que nous avons actuellement, qui utilisent des combustibles fossiles, pour avoir des voitures électriques. Donc, selon les projections, au départ, on pensait qu'on pouvait le faire. On pouvait, d'ici 2030, éliminer tout ce que nous avons comme combustible fossile. Mais je pense que de plus en plus, les gens se rendent compte il faut espérer vers 2040. Alors, ce qui fait que cette transition énergétique, bien sûr, elle va permettre à ce que les combustibles fossiles qui sont polluants, qui libèrent du gaz carbonique, qui contribue pour 66% au réchauffement de la planète. Donc, on va remplacer ce gaz-là et d'autres, notamment les méthanes et d'autres gaz qui sont dans les combustibles fossiles, pour avoir des voitures électriques, pour avoir l'énergie électrique, donc qui dépend de minerais. Donc, parce qu'on doit fabriquer maintenant à partir notamment du cobalt et d'autres minéraux. Alors, donc, la projection, comme dit, 是这个va 媒体说美国之音。une énergie propre. Voice of America。微微是不是美国的吗？马上就在美国呀。对，但是它是本地的。哦，微微驻刚果金。对对。不是，这就是一个问题。因为哦这样写的，我们就我作为好读者，我一看，哦，美国人到这儿来了，而且是美国的美国之音。因为美国之音我们从小就听，高中、初中好听美国之音听得早嘛，应该写清楚，美国之音驻刚果金这个分部或者是什么部，On a les Chinois, pour le dire qu'ils peuvent 那 montrer 住这儿 ça. 的这个，我可以查到他全称。
Ça marche. OK, donc on voudrait quitter l'énergie polluante vers l'énergie propre. Et il y a au moins 23 minéraux qui sont impliqués dans la production, notamment des panneaux solaires, des éoliennes, des voitures électriques, mais aussi pour le stockage de l'énergie. Et parmi ces métaux, nous avons notamment l'aluminium, il y a le cobalt, le fer, le cuivre, le lithium, le plomb, le nickel, l'étain, les terres rares et les zincs. Il y en a encore d'autres. Et notre pays, la République démocratique du Congo, contient ces minéraux, ces métaux qui doivent contribuer à la production d'énergie. Et ces métaux sont produits. Il y a une partie qui est produite donc au niveau du sud du Katanga et l'autre partie, c'est dans la zone sanitaire. Alors, mais parce qu'il y a un besoin urgent, il faudrait que d'ici 2040, au plus tard, que toutes les voitures à combustible fossile que nous avons soient remplacées par des voitures électriques. Ce qui fait que maintenant, la transition énergétique est en train de menacer et de provoquer une véritable ruée des métaux que nous avons en République démocratique du Congo. Par rapport à la production, parce que notre pays représente, en fait, c'est la réserve la plus importante en termes de cobalt, elle est estimée à 52%, donc au niveau, la réserve au niveau mondial. En 2018, la production a été de 104 000 tonnes sur les 148 000 tonnes qui étaient produites au niveau mondial. Et en 2019, c'était 140, donc 100 000 tonnes sur les 140 000 qui étaient produites. Et le pays, la République démocratique du Congo, c'est aussi un acteur important en ce qui concerne la production du cuivre. Mais maintenant, c'est un problème. On dirait que c'est une malédiction. Le fait d'avoir ces ressources naturelles, la première malédiction, nous avons parlé de la guerre. Parce que nous avons une guerre interminable au niveau de l'Est et le sous-battement, donc la raison principale, ce sont les minéraux. Et donc, malédiction parce que, alors que l'on doit remplacer les énergies polluantes, c'est-à-dire le combustible fossile par l'énergie propre, et nous pensons que jusqu'en 2040, nous risquons de rester à ce stade, en train de cuisiner au charbon et au bois de chauffage. Alors que dans les pays qui consomment, parce que ce sont les pays producteurs, dans les pays qui consomment, les choses sont en train de s'arranger. Nous aurons des véhicules électriques, nous aurons de l'énergie qu'on appelle propre, mais là d'où viennent ces produits-là, ces minéraux, et donc nous restons dans cet état, nous devons continuer à utiliser du charbon de bois et du bois pour le chauffage. Dans l'entretemps, au-delà de cela, il y a la pollution des eaux. Donc, les industries qui exploitent ces minéraux déversent directement les rejets toxiques dans les cours d'eau, dans les rivières, dans le fleuve, dans le lac. Donc, c'est une malédiction. Ça, c'est la ville d'Écolosie. Je mets la topographie de la ville d'Écolosie, qu'on appelle couramment la capitale mondiale du cobalt. Parce que, bien sûr qu'il y a un peu de cobalt partout, mais c'est là, au niveau d'Écolosie, où il y en a plus. Donc, comme vous le voyez, ce sont des trous partout. Toute la ville et ses environs, ce sont des trous. Et par rapport aux rivières, vous venez de dire tout à l'heure que les entreprises qui exploitent des produits miniers déversent directement les rejets toxiques dans les cours d'eau. Nous avons travaillé sur un certain nombre, c'est au mois de janvier, de différentes rivières dans la province du Lualaba et dans la province, donc dans la province du Katanga. Et par exemple, au niveau de Kolwezi, dans la ville de Kolwezi et les environs, au niveau de Kolwezi même, ces rivières comme la rivière Mosonoi, la rivière Luilo, la rivière d'Ilala et le lac Golfe se trouvent en pleine ville de Kolwezi. Ce sont des rivières qui sont, des cours d'eau qui sont totalement détruits parce qu'il n'y a plus de poissons. Tous les poissons ont disparu. Il n'y a pas de grenouilles, enfin, il n'y a pas de grenouilles, il n'y a pas de têtards. Il n'y a aucune vie du tout. Toute la vie a disparu, toute la vie aquatique.
Nous avons voulu chercher ce que nous appelons les bioindicateurs de la pollution, notamment les poissons, les crabes, les escargots. Il n'y en a pas. Dans toutes ces rivières, il n'y a aucun poisson, il n'y a aucun crabe, pas d'escargot, pas de vie aquatique. Et donc, il y a une disparition complète de poissons et d'organismes aquatiques dans ces cours d'eau. Et nous avons également travaillé dans la commune, on appelle ça commune, hein, donc c'est une contrée du Lualaba, Fungurume. Et nous avons investigué sur les rivières Campemba et donc, là, ici, ce sont les environs, ce sont les environs de Colosie. Ce dont j'ai parlé avant, c'était les rivières qui sont en pleine vie d'écologie. Donc, dans les environs, il y a la rivière Campemba, il y a la rivière Kalemba, la rivière Chituta, la rivière Katapula, la rivière Kalenge. Aucun poisson, aucun escargot, aucun crabe. Il n'y a pas de vie. Toute la vie a disparu à cause justement des rejets toxiques qui proviennent des entreprises minières. Et, et donc, dans l'entretemps, il n'y a pas de route parce qu'il n'y a pas d'investissement, parce qu'en fait, on devait, en contrepartie, essayer d'arranger la situation sociale. Et donc, ça, c'est la route que nous avons utilisée, des routes que nous utilisons pour faire des investigations. Et ce sont des routes qui mènent à des endroits et exploitation des minéraux. Donc, vous voyez l'état des routes, ça, c'est Madi qui est amené là-bas, donc avec tous les risques possibles. Donc, vous avez toutes ces rivières ici, il n'y a pas de vie. Toute la vie aquatique. Et, et donc, très souvent, les rivières qui sont polluées, donc ces rivières-là, les déversements, donc on les fait passer à des endroits qui sont presque inaccessibles. Pour y accéder, ce n'est pas facile. Vous voyez là, nous sommes en pleine brousse, nous devons chercher. Et ici, par exemple, la population locale, c'est dans le village de Yenge. La population locale nous dit qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui meurent parce qu'ils boivent cette eau. Donc, lorsqu'un oiseau boit cette eau, il meurt. Et nous n'avons trouvé des poissons que dans les villages qui sont situés au bord du fleuve Congo. Parce que là, nous avons été notamment dans les villages, donc le village d'Nkilo. C'est là il y a la centrale hydroélectrique qui ravitaille, donc à partir de là où on tire l'électricité. Village Ouansela et village Katebi. Là, il y a des poissons. Donc, le fleuve n'est pas encore profondément atteint au stade actuel. Mais il le sera parce que les pierres qui sont détruites déversent les eaux toxiques dans le fleuve. Et à Fungurume, là, nous avons travaillé sur les rivières suivantes, la rivière Kabasamba, la rivière Kabange, la rivière Kalwezi, la rivière Kamakanda et la rivière source Manomapia. Et puis, donc, partout là-bas, il n'y a pas de poissons. Donc, aucun poisson, aucune vie aquatique. Pas d'escargot, pas de poissons, pas de crabe. Et nous avons trouvé quelques poissons dans la rivière Kelangui. Il y a un autre phénomène, c'est les émissions atmosphériques. La plupart des industries qui sont ici font l'hydrométallurgie. C'est-à-dire qu'ils attaquent les minéraux par l'acide sulfurique pour faire la liquéfaction et faire l'électrolyse. Et donc, pour ce genre de métallurgie, il faut utiliser l'acide sulfurique qu'ils préparent sur place. Ils achètent du soufre. Et donc, il faut griller le soufre et le dioxyde de soufre est libéré dans l'environnement. Mais il y en a d'autres qui font de la pyrométallurgie, c'est-à-dire qui chauffent, qui font fondre des minéraux dans des fours. Et comme ce sont des minéraux qui sont sulfurés, qui ont des sulfures, il faut d'abord faire le grillage, c'est-à-dire chauffer les minéraux à 700 ou à 1000 degrés centigrades. Et de cette manière, le dioxyde de soufre est libéré dans l'environnement. La conséquence, c'est ce que nous voyons ici. Beaucoup de gens qui habitent dans les environs de ce genre d'industrie, ils ont des problèmes très sérieux sur le plan de la santé respiratoire. Le cas le plus récent, c'est celui qui a été observé dans le quartier Manomapia à Fungurume, où l'épidémie a commencé
depuis le mois de novembre 2023. Et moi, je suis allé là-bas avec mon équipe en février 2023. Il y a donc une épidémie sur le plan respiratoire. Les gens qui saignent à partir des nez, qui vomissent du sang, ils ont la toux, ils ont beaucoup de pathologies respiratoires, comme le cas que vous venez de voir ici. Et ils incriminent une industrie qui a été ouverte au mois de mars. Donc l'épidémie apparaît et au même moment que la mise en service, la mise en activité d'une entreprise, d'une usine qui produit qui fait la métallurgie et qui déverse dans l'air ambiant des fumées qui sont toxiques. Nous avons fait des investigations donc, dans tous ces milieux-là. Ici, nous sommes au nord du Katanga, dans le territoire de Malemakoulou et dans la province d'Olomami. Et il y a une usine, une entreprise chinoise qui est installée, donc une entreprise chinoise qui a installé ses usines quelque part là-bas, en amont, et qui déverse les eaux très chargées des fluents toxiques dans les cours d'eau. Et cela affecte notamment, c'est la rivière Kaloué. Ensuite, ça se déverse dans le lac Songejiba. Ce lac ici, c'est un lac qui habituellement est très poissonneux. Et la rivière Kaloué constitue ce qu'on appelle la zone de frayère, c'est-à-dire la zone où se reproduisent les poissons. Et donc, c'est cette rivière-là qui est attaquée par ces rejets toxiques de cette entreprise chinoise dans le village de Katondo, dans le territoire de Malemakoulou. Et donc, nous avons suivi cette rivière et depuis l'entreprise, la localisation de l'entreprise jusqu'au niveau du lac, vous voyez les eaux. Donc, cette eau était très, très transparente dans le temps, avant que l'entreprise ne puisse s'installer là-bas. Elle était très transparente, avec beaucoup de poissons. Maintenant, tous les poissons ont disparu, et pratiquement. Donc, et puis pour ça, par exemple, vous voyez, c'est la nappe phréatique. Hein. La nappe phréatique, c'est un puits d'eau. Et c'est un puits qui était utilisé notamment pour laver les vélos consorts, qui est affecté de cette manière ici. Et il n'y a pratiquement pas de route. Donc, lorsque nous avons accédé à ces sites-là, nous avons pris cette route. Il fallait d'abord traverser ces eaux qui sont polluées. Et ici, c'est la résidence du chef de terre, c'est-à-dire le propriétaire de cette terre qui est exploitée. Et donc, là où l'entreprise exploite les minéraux et déverse les déchets dans le cours d'eau, voilà donc sa résidence. Et ça, c'est son palais. C'est pour dire qu'il n'y a pas d'impact sur la vie des communautés locales. Alors, donc, ce qu'on va avoir comme problème que nous avons chez nous, et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Donc, on va continuer avec peut-être un tableau sombre Oui. avec le professeur bien-aimé. Ouais. Bonjour à tous, merci Eric Canes de l'opportunité de présenter des résultats de réflexion sur les impacts de l'exploitation minière sur l'environnement et la santé dans le Grand Katanga en RDC. Je suis, comme on l'a dit, professeur à Leuven, mais je suis un fossile, je suis émérite, mais j'essaie encore d'être actif. Et bien sûr, tous les résultats que je vais présenter ne sont pas les miens, mais ce sont des résultats qui sont le fruit d'une collaboration depuis longtemps avec le professeur Manzalou Baba que vous venez d'entendre
ainsi que de son équipe. Et ils sont mentionnés ici, Tony Kayembe, Paul Moussa, Joseph Piana, Trésor Karsi, qui ont obtenu un PhD ou sont en train d'étudier, de faire un doctorat à la KU Leuven sous mon mentorship. Vous voyez ici, ça c'est l'école de santé publique de l'UNILIVRE. Alors, mes diapos elles seront en anglais. J'espère que ce ne sera pas un problème. Je vais commencer par un petit peu d'histoire et de contexte. Ce sera peut-être un peu léger, mais je parlerai alors surtout des impacts sur la santé des populations et je terminerai brièvement par l'impact sur la santé des mineurs. Alors, ce n'est pas le Congo. C'est un tableau qui se trouve au Musée royal des Beaux-Arts à Bruxelles. On ne le montre plus, il est dans un grenier. Mais ça s'appelle la mine de cuivre. Ça a été peint en 1544. Et on voit une mine de cuivre avec ici ce qu'on appellerait des creuseurs. Mais ce qui est intéressant, et c'est toujours ça qui est le plus important dans les tableaux de cette époque, c'est ce qui se trouve au milieu. Et ce qui se trouve au milieu, c'est l'image d'un mineur qui est malade. Il est en train de vomir, probablement à cause de son travail. Et ici, nous voyons probablement le premier médecin du travail dont il existe une représentation historique parce que c'est un médecin qui soigne le mineur. Et le message là, c'est que le travail de la mine, c'est quelque chose qui est potentiellement mauvais pour la santé. Pardon de vous interrompre, mais on ne voit pas les diapositives défiler. Ce que vous nous expliquez n'est plus raccord avec ce que nous voyons. Je suis désolé, donc je vais arrêter le partage alors, ou bien je recommence. Oui, arrêtez que vous commencez peut-être. Merci Désolé de vous avoir interrompu, mais je ne suis pas le seul dans le chat à le mentionner, donc Vous avez bien je me fait. suis permis. Je prends ceci alors. Oui, c'est bon. Est-ce que vous voyez quelque chose maintenant? Oui, maintenant, nous voyons la diapositive dont vous parliez avec le mineur qui vomit. Ben voilà, donc voilà le tableau en question et le centre où on voit le mineur qui est malade et le médecin qui l'aide. Alors, je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur l'histoire, mais il y a quand même des choses intéressantes. À peu près à la même époque que le tableau qui a été fait, il y a un certain Georg Bauer, mais qui avait latinisé son nom en George Georgius Agricola, qui a écrit un traité qui s'appelle De Re Metallica, publié en 1556, après sa mort. Et ce livre explique très bien, entre autres, et qui a été traduit par Herbert Hoover. Ceux de Louvain connaissent la place Hoover. Eh bien, c'est un ingénieur des mines qui est même devenu président des États-Unis après. Donc, vous voyez qu'il y a des présidents des États-Unis qui étaient des intellectuels. Dans ce livre De Re Metallica, il explique toutes sortes de procédés de mines. Et il y a entre autres un chapitre qui traite de la santé, dans lequel il explique, c'est donc la traduction de Herbert Hoover et de sa femme, je dois le dire, où il parle de la poussière, qui peut causer ce que les Grecs appellent l'asthme, mais qui peut aussi mener à une mort prématurée. Et veuillez éteindre votre... et donc, la notion... Ouais. Une des notions, une des conclusions de ce chapitre sur la santé, c'est que il dit que nous devrions toujours accorder plus attention au maintien de notre santé que de faire de l'argent. Et donc, en fait, c'est ça le cœur du problème actuellement aussi dans beaucoup de pays, y compris. Et alors, il y a un certain Ramazzini, alors qui est le père de la santé au travail, qui vivait plus tard. Et le premier chapitre de son livre, ce traité, hein, concerne les maladies des mineurs. Et il parle de la santé des mineurs, mais pas seulement ceux qui extraient le minerai, mais tous ceux qui travaillent le minerai pour le fondre, entre autres, mais aussi ceux qui habitent autour des mines. Et vous verrez qu'il y a une résonance avec ce dont je vais vous parler tout à l'heure, mais ça là, c'est écrit au début du XVIIIe siècle.
Alors, qu'en est-il de des mines au Congo? Le professeur Banza vous a parlé du scandale géologique et ce dont nous allons parler en particulier, parce que c'est là qu'on a fait la plupart de nos études, c'est ce qui se passe dans la Copper Belt, où il y a surtout du cuivre, mais aussi du cobalt. Alors, de nouveau, c'est une industrie ancienne. Les fameuses croisettes, qui étaient une industrie qui était produite déjà il y a plus de 1000 ans, avec différents types de croisettes. C'était une espèce de monnaie qui a été distribuée dans l'ensemble de l'Afrique et qui montre c'était une activité qui n'a pas été inventée par le colonisateur. Cela dit, quand le Congo est devenu une colonie belge, l'Union minière du Haut-Katanga était un État quasi dans l'État qui a exploité les mines et surtout aussi qui a fait énormément d'industries de transformation des minerais, euh, cuivre, cobalt, mais aussi plomb et zinc, et alors l'uranium aussi. Hein. Vous savez, ceux qui ont vu le film Oppenheimer, hein, que l'uranium qui a servi à la bombe atomique, il venait du Katanga. Et on peut dire que lorsqu'il y a du cobalt, il y a aussi de l'uranium dans les mines. Après l'indépendance, l'Union minière du Haut-Katanga, à partir de 1967, a été nationalisée et devenue la GECAMINE. Et après les transformations imposées les privatisations imposées par le Fonds monétaire international, depuis à peu près les années 1990, mais surtout depuis 2000, il y a eu une diversification. Donc la GECAMINE qui avait le monopole, donc des entreprises internationales, surtout de Chine, mais Inde aussi, États-Unis, Canada, Australie, ont commencé à exploiter aussi les mines de cuivre et aussi à faire de la transformation des minerais. Mais un phénomène qui n'existait pas avant les années 90, c'est les mines artisanales qui ont attiré des dizaines de milliers de creuseurs qui exploitent des mines dites artisanales à petite échelle, sans utilisation de machines. Et ils extraient surtout le cobalt, qui est relativement en surface et donc accessible. Et ceci, c'est un rapport d'ONG qui, déjà en 2006, a dénoncé les conditions de travail et un peu plus tard aussi encore un autre rapport où ils ont dénoncé ces conditions de travail, surtout des artisans creuseurs. Alors, on a déjà entendu les chiffres maintenant. Donc, le cobalt est vraiment un élément qui ne se retrouve en grande quantité que dans le Congo. Plus de 50, même 60% du cobalt qui est extrait dans le monde vient du Congo. Et c'est le Congo qui possède aussi les réserves les plus importantes. Il n'y a aucun pays au monde qui produit plus de 5% de la quantité totale. Et une partie, et on ne sait pas très bien combien, mais à peu près 20% de ce cobalt est extrait par des mineurs artisanaux. Et pourquoi? Vous avez déjà vu ces images. C'est parce que le cobalt est nécessaire, entre autres, pour les batteries de nos smartphones, dans lesquels il y a à peu près 10 grammes de cobalt, hein, les ordinateurs un peu plus, mais dans une voiture électrique, une batterie de voiture électrique avec des batteries au lithium, il y a de 10 à 15 kilos de cobalt. Et donc, vous comprenez que la demande en cobalt, nous sommes ici en 2024, et ça, ce sont les projections de demande de cobalt d'ici 2030. Hein, et donc, c'est une source de revenus, mais aussi, comme vous le verrez, de problèmes de pollution énormes déjà maintenant, mais ça ne semble pas s'améliorer. Et ceci, c'est la liste de matériaux dites critiques définie en 2017, c'est un tout petit peu changé. Et la criticalité dépend du risque
d'approvisionnement et aussi de l'importance économique de ces métaux. Et donc, le cadran ici, en haut à droite, contient 27 minéraux dits critiques, dont le cobalt. Alors, je vais passer assez rapidement en vous donnant des sources d'informations qui peuvent être intéressantes pour d'autres disciplines que la toxicologie. Ceci, c'est un article qui, à mon avis, décrit très, très bien l'économie politique, et le titre dit « Un précaire du cobalt ». Ça a été publié en 2019 par un Anglais et qui dit bien les problèmes. Hein. C'est l'équilibre entre la prospérité, la pauvreté et la brutalité des mines industrielles et artisanales dans la RDC. C'est un article assez long, mais qui est très bien fait. Alors, pour ceux qui s'intéressent au cinéma, il y a un documentaire remarquable qui a été fait par Quentin Noirfalis qui s'appelle Cobalt, l'envers du décor du rêve électrique, qui est passé à la RTB, sur Arte, etc., mais qui est relativement facile d'accès, même sur un YouTube. Il y a un livre récent que je viens de lire qui est remarquable aussi, qui s'appelle République démocratique du cobalt, qui s'appelle un récit documentaire par Brieux de Bontrieder, qui a travaillé à Fungurume, TFM, la mine dont a déjà parlé le professeur Banza. Et alors, il y a un rapport tout récent, publié en mars 2024 par RAID et AfriWatch, qui décrit les conditions des populations autour des mines industrielles, surtout de Kolwezi, mais aussi Tenke-Fungurume, et qui est très fort centré sur la problématique de l'eau et la problématique de la santé des femmes. Un très bon rapport aussi, très long, mais à mon avis très bien écrit aussi, qui a d'ailleurs bénéficié du soutien de professeur Banza et de son équipe. D'ailleurs, le film de Quentin Noirfalis aussi. Alors, bon, l'impact des mines sur la santé au Katanga, je vais commencer un tout petit peu à décrire cela. Pour les populations qui sont à proximité des mines et des mining, hein, c'est le terme qu'on utilise au Katanga, le mining, c'est mines et usines. Pour la population, il y a des effets indirects que nous n'avons pas étudiés beaucoup nous-mêmes, mais qui sont, à mon avis, significatifs. C'est que d'une part, il y a une diversion de la main-d'œuvre vers les activités minières. Donc, ils ne restent pas dans les villages pour cultiver, ce qui rend problématique alors la sécurité alimentaire. Hein. Beaucoup d'aliments qui sont ou qui étaient cultivés au Katanga doivent être importés maintenant de la Zambie. Et donc, il y a une conséquence indirecte. Il y a aussi beaucoup plus de trafic sur les routes qui sont bien meilleures maintenant. On a vu de très mauvaises routes, mais les grands axes, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, ce sont des routes bonnes, mais qui sont très, très dangereuses. Et il y a énormément de pollution aussi à cause du trafic par des trucks et d'autres engins. Et alors, il y a, en général, je ne parle pas que du Katanga, il y a de la violence. Heureusement, au Katanga, il n'y a pas de conflit militaire, mais il y a quand même de la criminalité, de la corruption, et les milieux miniers ne sont pas toujours très pacifiques entre eux. Donc ça, c'est des effets indirects. Mais alors, moi, en tant que toxicologue et en tant que médecin, nous sommes intéressés aux risques environnementaux. La pollution de l'air, nous en avons entendu parler, l'épisode maintenant, Tenke Funguru, mais avec probablement du dioxyde de soufre, les particules. La pollution de l'eau, nous en avons entendu parler aussi, et il y a le poisson qui disparaît, et lorsqu'il existe encore, il est souvent pollué. Et alors, je parlerai un petit peu aussi d'un aspect qui n'a pas encore été mentionné maintenant, c'est la pollution des sols. Et je vais un petit peu. Alors, une des premières choses qu'on a fait, c'était de savoir aux substances, parce qu'on parle de qui est
helemaal terugkomt, kwamen we per ongeluk uit bij de school en dan zijn we met het veer naar overgestoken. Ja, Ja. en we hebben daar een bosval Kunt u uw micro Micro sluiten, alsjeblieft? sluiten, alstublieft. Micro sluiten, alstublieft. Dan zijn we naar huis gegaan. Ja, Hans of Emmy. Ja, heel goed. En ook al Herman naar de Sparwijk. Moet dat zijn? Ja, dat is die, denk ik. Zijn jullie bij de Spar gepasseerd? Ja. Ik heb schelle bellen gezien. OK. Alors, ce que nous avons fait, c'est faire ce qu'on appelle du monitoring biologique. On peut mesurer les concentrations de métaux dans l'air, dans l'eau, dans les aliments, mais avec ça, on ne sait toujours pas quelle est l'exposition des humains. Et donc, une technique et qui n'est pas trop compliquée, que nous avons appliquée à grande échelle déjà au début, c'est le monitoring biologique, c'est-à-dire de mesurer dans le sang ou surtout dans les urines les métaux auxquels les gens sont exposés. Et donc, notre premier article avec le professeur Manza, que nous venons d'entendre, a été publié en 2009 et il décrit une exposition élevée au cobalt et autres métaux au Katanga. Alors, ceci, c'est notre première enquête que nous avons faite et nous voyons ici le professeur Banza qui est un petit peu vieilli comme moi depuis 15 ans, même plus, presque 20, c'est en 2006, où avec des représentants d'un quartier de Chamiremba, quartier de la SNCC à Lubumbashi, nous avons été demandés aux gens de collaborer à l'étude. Et la seule chose qu'on faisait, c'était leur poser quelques questions. Et nous avions des flacons dans lesquels on demandait aux gens de donner un échantillon d'urine. Et ici, nous voyons une maman qui a obtenu de l'urine d'un enfant. Ici, une jeune fille qui sort de la toilette avec un échantillon d'urine. Et donc, moi, j'ai voyagé avec des litres d'urine après ces études. Et les résultats ici, on a, dans ce premier papier, réparti les gens qu'on avait étudiés, pas seulement moi, bien sûr, mais l'équipe du professeur Banza, ceux qui habitaient tout près d'un mining, à moins de 3 km, et on avait 179 personnes de six zones différentes, des personnes qu'on considérerait comme des témoins, qui habitaient entre 3 et 10 km, 132, 4 zones, et alors une zone tout à fait témoin, c'était Kamina, où il y avait moins de personnes. Et donc, vous voyez que plus on est proche d'un mining, plus les concentrations de cobalt dans l'urine, c'est pour l'urine, est élevée, mais avec une grande dispersion. Donc, ceci ne vous dit pas grand-chose, mais vous voyez, ça, c'est la concentration de cobalt, 0,38, dans une population normale des États-Unis. Et ceci, c'est la limite qui est acceptable pour des travailleurs dans des usines. Par exemple, les usines d'Umicore, eh bien, les travailleurs ne peuvent pas dépasser 15 microgrammes par litre. Et vous voyez que dans cette population, qui ne sont pas des travailleurs, hein, ce sont des gens qui habitent tout simplement, 53% de ces habitants ici dépassent ce qui serait non accepté dans une entreprise où il y a des travailleurs. Hein. Et ce qui est remarquable, hélas, c'est que 90% des enfants dans notre étude se trouvaient au-dessus de cette limite. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas du travail des enfants. Ce sont des enfants qui habitent tout simplement à proximité de mining, habités à moins de 3 km. Alors ça, c'est le cobalt. Ça, c'est l'arsenic. Et de nouveau, vous voyez, c'est le même gradient. Hein. Plus on habite près de l'entreprise, plus il y a de l'arsenic dans les urines. Hein. Ça, c'est la limite normale du laboratoire qui a fait les mesures. 80% se trouvent au-dessus. Ici, même 50%. Ça peut être un effet tout simplement géologique. Parce que, heureusement, les niveaux ne sont pas trop élevés par rapport à des limites pour les travailleurs. Et alors, je vous ai dit aussi que lorsqu'il y a du cobalt
il y a aussi de l'uranium et nous voyons, hein, ce n'est pas Shinkolobwe ceci, hein, c'est essentiellement l'Ikasi et le Bumbashi. Et de nouveau, là aussi, nous voyons que plus on est près d'un mining, plus on a de l'uranium dans les urines. Il n'y a pas de limite pour les travailleurs pour ce genre de choses, mais on voit que c'est très élevé. Et donc, la conclusion de cette première étude, et vous allez me dire, c'est il y a longtemps, mais ça a été vraiment l'étude qui a démarré une grande réflexion sur les conditions environnementales dans la zone. Et donc, la conclusion, c'est que les personnes qui habitent très près d'un mining ont plus de cobalt, arsenic, cuivre, je ne l'ai pas montré, uranium dans leurs urines que ceux qui habitent un peu plus loin. Et les valeurs de cobalt qu'on a trouvées là étaient les plus hautes qu'on n'ait jamais mesurées dans des populations dans le monde, ce qui est logique puisqu'il y a peu d'endroits où on extrait du cobalt. Et ce qui était inquiétant, c'est que les enfants ont les valeurs souvent les plus élevées, sauf pour le cadmium. Alors ça, c'était publication de 2009, donc les mesures avaient été faites de 2006 à 2009. Mais en 2014, le professeur Banza a été appelé au secours par les autorités de Kolwezi, les autorités de la ville de Kolwezi, parce qu'il y avait un problème de creuseurs dans la ville, comme il l'a déjà décrit. Et ça, nous l'avons publié dans une revue prestigieuse pour ceux qui sont académiques, c'est dans une des revues de Nature. Et donc, de nouveau, c'est un article dont le professeur Banza est le premier auteur, ainsi que les gens que j'ai déjà mentionnés parmi les co-auteurs. Et là, donc, ça se passe à Kolwezi et non pas à Likasi ou Lubumbashi. Et ce qui s'était passé, c'est que dans la ville de Kolwezi, qui à ce moment-là avait un peu moins de 500 000 habitants, mais qui a été le site d'extraction minière depuis les années 30, en début 2014, il y a un habitant d'un quartier Kasulo qui, en creusant des latrines pour sa maison, s'est rendu compte que ce qu'il sortait, de la terre qu'il sortait, était riche en hétérogénite. Dans l'hétérogénite, c'est un minerai de cobalt que tout le monde connaît, c'est noir, et il s'est dit, oulala, moi je vais gagner beaucoup d'argent ici, et je suis sur une veine de cobalt. Et en quelques semaines, il y a eu des centaines de mineurs artisanaux qui ont envahi, entre guillemets, le quartier pour creuser. Et je vais détailler un petit peu cette histoire parce qu'elle représente bien un des problèmes et le scandale toxicologique dont a parlé le professeur Banza. Donc ça, c'est une des vues de Google de la ville de Kolwezi avec les grandes mines qui sont autour. Il y en a beaucoup plus maintenant, hein. Et ce qui se passe, c'est dans cette partie-ci de la ville. On le voit en plus en détail. Et vous voyez, c'est une zone très, très peuplée. Et on creusait dans la zone en rouge ici. Et nous sommes allés là pour de nouveau faire ce que nous avons fait, c'est-à-dire du biomonitoring pour établir le problème, pour le documenter. Il faut toujours des témoins. Et donc, on a pris un quartier où on ne creusait pas, ou pas encore, à 1 kilomètre de distance. Et voilà des images pour vous montrer de Google en 2013, le quartier rouge, et ici le quartier plus vert, 2013, et ça c'est 3 ans plus tard, même pas, 2 ans et demi plus tard, le quartier où on a creusé on a commencé en 2014, vous voyez, le quartier il est devenu différent, alors que le quartier ici, de témoins, il n'a pas changé. Alors, pourquoi est-ce qu'il est devenu orange? En partie à cause de la terre, mais aussi à cause de toutes ces bâches qui couvrent des puits. Hein. Ici, c'est une maison. Vous voyez, il y a des bâches partout, partout. Le quartier n'existe plus maintenant, enfin, mais à cette époque-là, des gens habitaient et gagnaient de l'argent pour chaque sac qui sortait. Et ils restent habités. Vous voyez, des enfants qui sont ici. Voilà des mineurs artisanaux dans le quartier qui creusent. Là, c'était de l'extraction souterraine, ce n'est pas en surface. Ils creusent un puits qui va irradier alors dans différentes zones.
Et c'est donc un travail tout à fait artisanal. Vous voyez que ici, c'est même dans une maison qu'on creuse. Les minerais, on en a parlé aussi, sont lavés dans une rivière un peu à côté. Ça se passe dans beaucoup d'endroits et vous avez surtout des femmes. Ce sont des femmes qui lavent en général, qui passent leur temps dans l'eau à laver des minerais et ils contaminent du coup aussi la rivière. Il y a encore des images ici où nous voyons des blocs d'hétérogénite. Ce qui est en noir ici, c'est ça le cobalt qu'on extrait. Une maman qui ramasse des restes. Et ça, c'est la maison ici à gauche de la maman. Et on voit qu'il y a des sacs ici, dans le salon. Et il y a du cobalt dedans, mais je vous ai dit, il y a aussi de l'uranium. Et cet uranium, en se dégradant, peut produire du gaz radon avec des risques de radioactivité. Alors, je vous montre de nouveau le quartier où on creusait, le quartier où on ne creusait pas. Nous avons fait des prélèvements de poussière de surface. En rouge, nous avons les poussières intérieures et extérieures, non l'inverse, extérieures et intérieures de plusieurs maisons dans le quartier exposé. Et ici, le quartier est témoin. Et ça, c'est la quantité de cobalt en microgrammes par gramme dans le minerai qui est extrait. Et vous voyez qu'il y a contamination de la poussière de surface. Ça, c'est vraiment la poussière qu'on a ramassée avec une ramassette. Hein, c'est pas de la haute technologie. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup plus. L'échelle est logarithmique ici. On va de 10 à 20 fois plus de cobalt dans la poussière ici que ici. Je vous ai dit, quand on a du cobalt, on a aussi de l'uranium et il y a l'image en miroir. Hein. Plus d'uranium, les quantités sont moins élevées, mais plus d'uranium dans le quartier exposé où on creuse que dans le quartier où on ne creuse pas. Et donc, on fait du biomonitoring. On a obtenu de l'urine d'habitants. La zone témoin adulte ici en vert, les enfants dans la zone témoin et en rouge, les adultes et les enfants du quartier où on creuse. Et en noir, ce sont les creuseurs qui se placent. Et ici, en mauve, ce sont les femmes qui lavent. Et vous voyez que les enfants, en moyenne, ont la même quantité de cobalt dans leurs urines que les creuseurs. Et ce n'est pas parce qu'ils travaillent. Donc, ce n'est pas du child labor, ce n'est pas du travail des enfants. Ce sont des enfants qui habitent dans les environs pendant qu'on creuse. C'est pareil pour l'uranium. Voilà. Et pourquoi les enfants peuvent... Ce ne sont pas des photos qui ont été prises dans le même quartier, mais c'est pour vous montrer que les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la main dans la bouche et les mains sont polluées par la poussière, les vêtements sont pollués. Et donc, ce sont des images ici d'enfants. Et pour être sûr que ce que nous avions mesuré dans les urines n'était pas dû à de la contamination de la poussière qui arrive dans le flacon à urine, on a aussi pris du sang sur place. Vous voyez, c'est un mineur ici qui sort de la mine et chez qui on a pris du sang. Et on a vu que B, c'est blood dans le sang, qui a une corrélation parfaite entre la quantité de cobalt qu'on trouve dans les urines et la quantité de cobalt qu'il y a dans le sang. Donc, les urines sont un bon index de la charge. Et vous voyez ici, c'est une corrélation quasi parfaite. Alors, pourquoi faire du biomonitoring? Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça nous mènerait un peu trop loin, surtout vu le temps. Mais ce que nous voulons surtout, c'est de donner des chiffres. Parce que quand vous allez chez un pollueur ou les autorités, vous dites qu'il y a la pollution, ils disent oui, mais prouvez-le. Et je pense que nos travaux ont contribué de manière importante à documenter et à dire, voilà, ce n'est pas seulement de la crasse, c'est de la pollution quantifiable. Alors, comment est-ce que cette pollution entre dans le corps? Je vais devoir aller un peu plus vite, je crois. On a déjà parlé de l'air et de l'eau. Hein, l'eau qui est entre autres utilisée aussi pour irriguer, ce n'est pas uniquement pour boire. Mais dans les aliments, il peut y avoir de la pollution, mais surtout aussi dans les poussières.
Alors, ceci, c'est une étude qui a été publiée de nouveau avec toute l'équipe du professeur Bazalubaba, mais essentiellement par un bio-ingénieur, professeur Smulders de chez nous, un bio-ingénieur. Et nous avons émis l'hypothèse là que ce que les gens mangent euh, pourrait être contaminé. Ceci, c'est le fameux quartier de Chamilemba dont vous avez vu la première photo là. Hein, il y a une entreprise juste à côté qui fait de la métallurgie et qui contamine les jardins, les petits potagers des gens. Hein, on voit leurs aliments ici. On a pris donc des, des feuilles ici, c'est quoi? C'est des feuilles de patates douces. Manioc. C'est des feuilles de non, Manioc. ça c'est manioc, oui, d'accord. Mais il y avait aussi des feuilles de patates douces. Dans d'autres endroits, on a pris du poisson, entre autres dans le lac Tchangalele, pour voir quelle était la pollution. C'est parce que ce lac reçoit les rejets des usines de Likasi. Et ça, vous voyez, c'est la manière dont on prend aussi les poussières. Hein, comme je vous ai dit, ce n'est pas de la haute technologie, hein, mais on met donc la poussière alors dans un sac et les analyses sont faites en Belgique dans le laboratoire du professeur Smulders et d'autres. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais tout ça, ce sont des aliments aussi dans lesquels on a mesuré les quantités de cobalt et on voit que les taux de cobalt dans la farine de maïs, les feuilles de cassava, donc le sombé, les patates douces, etc., sont beaucoup plus élevés dans les zones témoins, parce qu'on prend toujours des témoins, que dans les zones polluées. La viande dans les zones polluées, ils n'en mangent quasi pas. L'eau de boisson est aussi plus riche en cobalt. Les sont vraiment aussi très riches en cobalt dans les zones polluées, beaucoup plus que dans les zones témoins. Et le poisson, hein, lorsqu'il vient du lac en question, il est aussi beaucoup plus pollué par le cobalt et par d'autres métaux aussi, mais là, on s'était concentré sur le cobalt. Et donc, la conclusion de cet article publié en 2014, c'est que les sources principales de cobalt, c'est la farine de maïs. Chez les témoins, on a besoin de cobalt. Ce n'est pas nécessairement un problème qu'il y ait un peu de cobalt dans l'alimentation. Mais donc 90% vient de l'alimentation. C'est aussi vos cornflakes et tout ça. Hein. Mais dans la zone du lac où les gens mangent plus de poissons, il y a un quart du cobalt qui entre qui contribue à l'absorption de cobalt. Et dans les zones polluées, ce sont surtout les légumes des jardins des gens et la poussière, surtout pour les enfants. Et c'est des calculs qu'on a fait, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est la poussière, donc la même photo ici, où on voit des enfants qui sont près du sol. Si ce sol est pollué, eh bien, ils absorbent beaucoup de poussière. Et une autre étude, de nouveau faite par le professeur Smulders et son équipe avec à Lubumbashi, et je ne vais pas entrer dans les détails, mais la conclusion ici, vous voyez que c'est unprecedentedly high dust ingestion. La quantité de poussière qui est ingérée par les gens dans les pays du Sud, elle est beaucoup plus élevée que ce qui se passe chez nous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de surface, autant de surface dure chez nous. Hein. Les cours de récréation chez nous, c'est du béton. Les routes, c'est du béton, de l'asphalte. Les terrasses, il y a beaucoup moins de poussière. Tandis que dans les pays du Sud, il y a surtout dans la saison sèche, il y a beaucoup plus de poussière. Et cet article a pu démontrer par des techniques un peu complexes, donc, que je ne vais pas expliquer, que la quantité de poussière qui est ingérée probablement avec les aliments ou au-dessus, la poussière qui tombe dans les casseroles, c'est 10 fois plus en moyenne dans notre étude que les valeurs estimées pour les États-Unis et l'Europe. Et donc, tous les calculs de risque qui sont faits avec des algorithmes européens ou américains ne valent pas pour les pays du Sud. Et certainement pas pour les enfants non plus. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, mais voilà. Quels sont les effets sur la santé? On n'a pas encore fait énormément d'études parce que c'est beaucoup plus compliqué que le biomonitoring que nous avons fait. Mais une des choses qui, déjà en 2006,
quand je suis allé pour la première fois à titre professionnel à Lubumbashi, c'est que les médecins, les ONG, les autorités, les médias disaient, depuis qu'on a le boom minier, on a beaucoup plus de bébés qui naissent avec des malformations congénitales. Et c'était assez anecdotique, mais c'était quelque chose qu'on entendait beaucoup. Et il disait que c'était surtout quand il y avait des malformations congénitales, des enfants nés donc avec des malformations, c'était surtout des enfants de creusot. Alors, ça pouvait être vrai, mais ce n'était de nouveau pas démontré de manière très solide. Et nous avons étudié ça, et il y a une publication de 2020, de nouveau dans une revue médicale assez prestigieuse qui rapporte cela. Et la technique pour démontrer ou pour étudier ce phénomène, c'est qu'on a fait une étude dite cas témoin, Case Control Study, et on l'a appelé KMC, Katanga malformation congénitale. Et la technique, c'est de voir si les enfants nés avec des malformations visibles, donc ce n'était pas des malformations cardiaques ou rénales, des malformations visibles, diffèrent d'enfants normaux et voir dans quelle mesure il y a des différences d'exposition aux métaux. Et donc, on a fait ça par questionnaire, en mesurant des métaux dans le sang ombilical, les placentas, le sang, les urines, les cheveux, on n'a pas mesuré. Et on a essayé aussi de la maman au moment de l'accouchement. Et on a eu du mal et on n'a pas eu beaucoup chez le papa aussi. Et on a aussi évalué les expositions à la maison. Alors, je vais quand même vous dire ici que ça a été une étude qu'on a déjà voulu faire en 2009 et on n'a jamais pu avoir d'argent pour faire l'étude. Finalement, on a dit on commence et j'ai obtenu de l'argent de 11-11-11 qui nous ont donné 18 000 € pour commencer l'étude, ce qui est très très peu pour ce genre d'études. Quand je parle aux Américains qu'on a fait nos études avec ce budget-là, ils n'en reviennent pas. Toute l'étude a été approuvée par le comité d'éthique de l'UNILO, bien sûr. Et notre stratégie, c'était de demander à toutes les structures de santé, hôpitaux, maternités, la ville de Lubumbashi, de téléphoner à une équipe de 4 médecins lorsqu'un enfant était né avec une malformation congénitale. Et donc, ils téléphonaient à un numéro central et dans les 24 heures, un des 4 médecins, ou parfois les deux, arrivait sur place, administrait un questionnaire, faisait un diagnostic en faisant des photos et prenait des échantillons de la maman et du bébé, si possible. Et il choisissait aussi un enfant né dans la même maternité, à peu près au même moment, à titre de témoin. Donc ça, c'est la technique d'étude cas témoin. Le questionnaire était très détaillé, on demandait plein de choses sur la grossesse, les maladies de la maman, parce que bien sûr, les causes de maladies congénitales sont multiples. On a recruté pendant 2 ans, de 1er mars 2013 au 1er mars 2015. On a fait les diagnostics avec l'aide d'un généticien. Les échantillons ont été analysés lorsqu'on a eu quand même enfin de l'argent pour mener à bien l'étude. Et les analyses statistiques ont été faites tard. Donc, vous voyez, on a commencé en 2013, mais des résultats n'apparaissent, c'est important pour la recherche, les résultats n'apparaissent que quelques années plus tard. Nous avons eu, ça c'est la carte de Lubumbashi, 138 cas, et on a pu comparer à 108 témoins. Et voilà, désolé, ce sont des horror pictures, mais voilà 3 enfants de la cohorte qui sont nés avec ce qu'on appelle une maladie peu fréquente, holoprosencéphalie, avec un nez absent ou un seul œil. Donc, c'est des enfants qui ils étaient morts-nés. Et donc, ça, c'est une des possibilités. Les résultats, c'est que le facteur le plus important, et ça a confirmé l'hypothèse que les gens avaient déjà mise en avant, c'est que le boulot du père était un facteur de risque important. Et le plus important, en faisant une analyse multivariée, je ne vais pas entrer dans les détails, on a pu déterminer que le risque d'avoir un enfant mal formé était 5,6 fois plus élevé lorsque le papa travaillait dans les mining. Ce n'était pas nécessairement un creuseur. Hein.
les résultats pour les métaux ont été un peu décevants parce que malgré nos efforts, on n'a pas vu de différence, mais c'est probablement parce que euh, le biomonitoring a été fait au moment de l'accouchement et que ce qui est important, c'est probablement ce qui se passe au début de la grossesse et même on pense que c'est un facteur paternel, c'est-à-dire c'est le travail du papa qui entraîne des modifications au niveau des spermatozoïdes qui font que le risque de malformation congénitale augmente. Ça ne veut pas dire que tous les enfants nés mal formés, c'est dû à ça, mais le risque est augmenté presque 6 fois sur un nombre relativement faible de notre échantillon. C'est presque c'est assez remarquable, dans le mauvais sens, qu'on ait pu le démontrer. Malheureusement, on n'a pas encore eu suffisamment accès aux hommes. Ils n'assistent pas en général à l'accouchement, souvent parce qu'ils travaillent. Et puis, ce n'est pas dans la culture. Donc. Voilà, je vais... j'ai encore combien de temps? Je n'ai pas terminé? On a déjà dépassé un petit peu 16 ou 10. Bon, c'est tellement intéressant que... Je vais vous montrer des photos, ça ira vite. C'est des camps de travailleurs, pas toujours tous dans le sud Katanga, mais ceci, c'est une mine artisanale à Kolwezi. C'est une image d'ailleurs du film de Quentin. Ce sont tous des mines artisanales, mais je vais aller très vite. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent aussi. On oublie ceci, c'est des femmes qui lavent des minerais dans un lac. Alors, les risques principaux, j'en ai pour 3 minutes. C'est les accidents, c'est les maladies musculo-squelettiques qui travaillent dans des conditions très, très difficiles, donc maux de dos, maux des articulations, la chaleur dans les mines, les poussières, j'ai montré une diapo, mais quelque chose qu'on a démontré, qu'on a publié très récemment, c'est que les mineurs artisanaux, lorsqu'ils vont dans le fond, ils ont trop peu d'oxygène. Et ici, nous voyons nos collaborateurs qui ont utilisé ce que vous connaissez probablement depuis le Covid. Hein, on met son doigt là-dedans et ça mesure la quantité d'oxygène dans le sang. Et ils ont mesuré ça chez des mineurs avant de descendre dans la mine et puis en étant à peu près 1 heure dans le fond, sortant de la mine et puis de nouveau au repos après. Et ce qu'on a pu voir, c'est que dans 2 mines souterraines à Kolwezi, la saturation en oxygène, hein, SPO2, donc ce qu'on mesure avec cet appareil, chute, pas chez tous, mais chute de manière énorme chez certains, hein, en dessous de 80% de saturation. On vous envoie aux soins intensifs hein, quand c'est comme ça en Belgique. Mais quand il remonte, elle revient à la normale. Ceci, c'est des mesures dans une mine de surface où, bien sûr, cela ne se passe pas. Est-ce que c'est parce que ces mineurs sont malades? Est-ce que leurs poumons ne sont pas bons? Non. On a mesuré leur fonction pulmonaire, leur cœur, c'est en général OK. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont dans le fond de la mine et il n'y a pas assez d'oxygène. Il n'y a pas de ventilation ou insuffisamment de ventilation. Hein, et donc, on a pu mettre en évidence que ceux qui ont une chute de la saturation en oxygène, la chute est plus prononcée à mesure que la mine est profonde. Ils descendent jusqu'à plus de 100 mètres. C'est interdit, mais on a des données là. Alors, je vais passer ceci. Non, enfin, quand même. Ici, c'est un mail d'un des collaborateurs. Il dit, dans cette mine, il y a eu un cas d'éboulement ayant causé 4 morts la semaine dernière et également un cas d'asphyxie par manque d'oxygène il y a 3 jours, dont 6 creuseurs étaient victimes. Et ce sont donc des gens qu'on trouve morts parce qu'il n'y avait plus assez d'oxygène. Et c'est attribué à leur mauvais esprit, à la sorcellerie. Alors, l'autre problème du manque de ventilation dans ces mines de cobalt, c'est que l'uranium qui est aussi dans ces mines, il se dégrade, c'est un phénomène physique, et il produit un gaz qui s'appelle le radon. Et ce radon s'accumule, et on a ici, ce sont les seules mesures, enfin non, on en a encore quelques-unes, mais ici, on a placé des capteurs
de radon, qu'on utilise en Belgique aussi, en Ardennes, pour mesurer la quantité de radon dans certaines caves. Et on voit que le radon, il y en a plus à mesure qu'on a mis le capteur plus profondément. Et les quantités sont vraiment élevées parce que, selon les normes, avec la valeur moyenne ici, on ne pourrait travailler que 262 jours par an. Mais si on travaille 8 heures par jour, mais en fait, comme il travaille 12 heures par jour, il ne pourrait travailler dans ces mines, selon les normes, que 174 jours. La valeur maximale ici n'autoriserait un travail que pendant 36 heures, 36 jours. Et donc, il y a une exposition à un cancérogène, c'est une cause de cancer du poumon importante, qui, évidemment, il faudrait mieux ventiler et peut-être aussi faire un monitoring de ce genre de problème. Et alors, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est tout récent. Ici, ce sont des radiographies de deux mineurs. C'est un poster qu'on a présenté début du mois passé. Et ça, c'est un homme de 23 ans qui n'a travaillé que 3 ans au broyage dans une entreprise, cette fois-ci pas artisanale, une entreprise à grande échelle, hein, et qui a une radiographie horrible, qui est de la silicose. Et ce jeune homme est mort de silicose à l'âge de 23 ans et il est mort en juin 2023. Hein, donc, ce n'est pas le Moyen Âge. Ici, c'est un monsieur un peu plus âgé, mais qui a aussi une pneumoconiose, hein, comme c'est nos mineurs de charbon qui avait ce genre de maladie lorsqu'il est plus âgé. Là, il a 40 ans. Lui n'est pas décédé, mais il est fort atteint. Et là-dessus, je vais terminer en vous remerciant de votre attention et m'excusant d'avoir parlé trop. Le professeur, on a envie de vous entendre parler encore beaucoup plus longtemps. Oui, mais je ne vais pas abuser. De toute façon, on vient d'avoir un tableau très inquiétant et qui me ramène à l'image que le professeur Banza a utilisée au début. Il disait que nous risquons d'avoir une transition vers un climat beaucoup plus sain et avec moins d'émissions de gaz, etc. Mais au prix de la mort et d'une terrible souffrance des gens qui exploitent dans les mines qui produisent les minerais dont on dit qu'on a besoin. Je ne peux pas, avant d'ouvrir la question, je ne peux pas m'empêcher d'abuser de ma position pour poser moi-même une question. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y a des effets sur les faiseurs et il y a aussi des effets sur la santé publique. Évidemment, quand les personnes meurent, les communautés sont affectées et peut-être aussi au niveau des maladies. Est-ce que vous avez pu constater une différence d'effet entre l'exploitation industrielle et l'exploitation artisanale en ce qui concerne les effets sur la santé des faiseurs Sur l'environnement. Et la santé publique? Oui, je pense que c'est en fait c'est partout. Si je prends par exemple les artisanaux, vous avez vu, il y a d'abord le problème de leur propre santé, parce qu'ils doivent entrer dans les mines usinales de poussière et consorts, l'exposition au radon, on a vu tout ça. Mais par rapport à l'industrie minière, donc les activités industrielles, c'est que on déverse directement les rejets toxiques dans les cours d'eau. C'est ce qui pose un problème. Donc, par exemple, il y a les effluents qui sont très acides, qui sont pleins de métaux, qui viennent de métallurgie, qui sont directement déversés dans les rivières, dans les lacs, dans le fleuve. Mais il y a encore les émissions de dioxyde de soufre et d'autres gaz, et d'autres poussières directement dans l'atmosphère. Moi, je pense que c'est les effets sur l'environnement et la santé publique sont beaucoup plus importants chez les industriels que dans l'artisanat. Je suis tout à fait d'accord. Les gros effets sur l'eau et l'environnement en général, hein, ces énormes carrières où on pompe l'eau pour les garder sèches, ça influence l'agriculture parce qu'il n'y a plus assez d'eau pour les champs autour. Et sur le plan social, il y a aussi des déplacements de population, hein, des quartiers entiers qui sont détruits, les gens doivent fuir.
Et donc, les effets sur l'environnement sont, à mon avis, surtout prononcés à cause des grosses entreprises. Parce que malgré la législation, elle n'est pas observée. Et il n'y a pas moyen, encore l'État congolais n'a pas les moyens pour, euh, pour, pour que cette législation soit observée. Et puis, il y a un autre phénomène. On a vu que le professeur Emery a parlé des appareils qu'on place, par exemple, à 120 mètres de profondeur. Et naturellement, lorsqu'on va à 120 mètres de profondeur, on devrait trouver de l'eau. Parce que plus vous avancez dans la profondeur, plus vous rencontrez des nappes. C'est d'abord les nappes phréatiques, les nappes souterraines, qui ont tendance à alimenter les mines à ciel ouvert, par exemple. Mais qu'est-ce qu'ils font? Et chaque fois qu'ils arrivent à une profondeur où il y a la nappe, il y a de l'eau, qui ont tendance à noyer la mine, ils enlèvent ce qu'on appelle les eaux d'exode. Ces eaux-là sont pompées et rejetées dans des rivières, dans la rivière, et ces eaux sont entraînées dans la rivière jusqu'au niveau du fleuve et le fleuve jusqu'au niveau de l'océan. Ce qui fait que, et donc les niveaux d'eau dans la nappe, dans les nappes, différentes nappes, s'amenuisent, disparaissent. Et c'est ainsi que vous allez voir, par exemple, lorsqu'on est à tout près d'une mine à ciel ouvert, c'est que les gens qui sont dans les environs, quand ils font le forage, parce qu'on a un problème de l'eau chez nous, la plupart des ménages utilisent des eaux de forage. On arrive à 50 mètres, 60 mètres pour trouver de l'eau, dont on doit se servir à ménage. Mais la plupart des résidences qui sont tout près des mines à ciel ouvert, il faut, même si vous arrivez à 200 mètres de profondeur, vous ne trouvez pas de l'eau. Parce que donc, les mines ont déjà pratiquement pris tout ce qu'il y avait comme eau dans la nappe. Donc, ce sont des problèmes qu'on a. On voit les effets sur certains endroits où les arbres n'ont plus accès. Oui, parce que les racines sont en souffrance. Donc, ne peuvent plus tremper dans la nappe. Et c'est ainsi qu'il y a certains arbres qui disparaissent, qui sont en train de sécher autour des mines à ciel ouvert. Donc, sur le plan environnement, je pense que c'est les grosses entreprises qui sont les plus nocives. Oui. Par contre, en ce qui concerne la santé au travail, les conditions des artisans sont vraiment très mauvaises. Les conditions des travailleurs dans des grosses entreprises, on ne les connaît pas parce qu'on n'a pas accès. Et donc, elles ne sont probablement pas très bonnes non plus, mais il y a moins de main-d'œuvre. La manière dont les grosses entreprises travaillent, c'est surtout des grosses machines, des excavatrices, et il y a des travailleurs. Et on commence maintenant, depuis 1 ou 2 ans, à avoir des chercheurs qui étudient les travailleurs dans la métallurgie. Ce n'est pas facile non plus parce qu'il y a des gens qui ont des contrats et il y a beaucoup de journaliers. Donc, c'est une population qui n'est pas facile à étudier. Donc, on a eu beaucoup plus de facilité pour avoir des creuseurs. Là, il y en a beaucoup et on a toujours été bien accueillis grâce au talent diplomatique du professeur Banza. Mais dans les industries, les Chinois, les autres, c'est extrêmement difficile d'avoir accès à leur main-d'œuvre. Ok. Je vous propose qu'on commence ici et puis après qu'on va demander aux questions des personnes qui nous suivent en ligne. Le plus facile pour nous, c'est que vous écriviez votre question sur le chat. Ça nous permet de systématiser les questions. Je crois ici, il y a M. Lechaud qui voulait Oui, poser moi, une je vais question. vous poser une question. Est-ce que les résultats de ces études ont été présentés aux autorités congolaises ou à la Chambre des mines ou aux associations de creuseurs? Et si oui, quelle a été leur réaction? OK. Bon, par exemple, d'abord chez les creuseurs, le professeur Emery venait de parler du film qui a été donc, tourné par Quentin. Ça, nous avons présenté. Nous l'avons présenté à Colosie, auprès d'abord dans les biens universitaires, où les autorités étaient invitées. Et puis on a présenté aussi dans les communautés, notamment là où il y a des creuseurs, ainsi de suite. Les résultats, nous les présentons quand on nous invite, par exemple.
Et je crois une semaine avant que je vienne ici, j'étais invité à Kinshasa. Et c'était une conférence, un symposium où il y avait beaucoup plus de représentants du gouvernement. Et donc, j'en ai parlé aussi. J'ai parlé de ça. Mais le problème, c'est que c'est un domaine qui est assez délicat parce qu'on se heurte à des puissances d'intérêt économique. C'est ça la grande difficulté. Ça, ce sont des difficultés très, très, très grandes. Et, mais je pense que les autorités devraient quand même s'approprier de ces résultats pour essayer de voir comment est-ce qu'il y a possibilité de faire la pression sur les entreprises. Ça, c'est un problème aussi. Et il n'y a pas une présentation officielle, disons, Pardon? ou quand même Présentation officielle, oui. officielle et formelle aux autorités. Informer Ouais. les officiers. Non, quand il y a, par Je crois que exemple, c'est oui, la question. oui, ça dit que je pense qu'ils venaient souvent, on allait voir le ministre et consorts, mais parfois c'est un problème. Parce que je prends un exemple d'une étude que nous avons faite avec les collègues de la Commonwealth University. On a fait ça, les Zambiens en Zambie, et comme nous sommes dans la même province, dans la même région, la même région Cobalt-Ifère, ça c'était sur les aliments et les cours d'eau. Tout ce parce que ceux qui mangent chez eux, en Zambie, c'est ce que nous mangeons aussi. Nous avons les mêmes habitudes alimentaires. Nous avons fait des prélèvements, nous avons travaillé avec ça, notamment aussi avec nos numériques. Et lorsque nous avons terminé, nous avons élaboré un rapport à présenter au gouvernement chez nous, à la République démocratique du Congo, donc au niveau de la province et aussi en Zambie. Les collègues sont venus chez nous. Il y avait, ce malade, c'était en 2013, je pense, 2013. Et le ministre de la Santé avait lancé des invitations auprès des ministres provinciaux, tous les ministres provinciaux du Katanga. C'était encore le Grand Katanga, ce n'était pas encore morcelé, et les députés provinciaux, mais aussi des ministres du Kinshasa qui étaient présents à Lubumbashi, parce qu'il fallait le faire présenter auprès des autorités chez nous, au Katanga, et puis aller présenter ça aussi en Ndola, en Zambie. Le ministre avait lancé des invitations. Et on s'attendait à ce que ces jours-là, tous les ministres viennent donc pour participer à la réunion de la présentation des résultats. Mais le soir, le gouverneur de l'époque improvise une réunion extraordinaire du Conseil des ministres. C'était ça. Donc, ce qui fait que, et donc on a présenté les résultats sans le pouvoir exécutif local. Ça, ce sont des problèmes qu'on connaît. Mais habituellement, donc, quand il y a des occasions comme ça, nous présentons ça, présentons les résultats. Comme dernièrement, avant que je vienne ici, j'ai présenté ça à Kinshasa. Merci beaucoup. Je ne sais pas si... Oui, monsieur. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour votre présentation, c'était absolument fascinant. Et également pour louer votre travail. J'aurais juste une question qui est un peu de la même veine que celle qu'on vient de vous poser, mais notamment par rapport à l'Union européenne, si vous avez déjà été en contact avec l'Union européenne, si vous leur avez présenté vos recherches, quelle est votre relation? Je n'ai jamais été présenté ces résultats personnellement et de manière formelle, mais nos publications sont connues et je pense que les services compétents connaissent cela. Et j'ai eu des contacts aussi par email, etc. Mais on ne m'a jamais invité à venir exposer les choses. Je ne suis pas spécialement demandeur parce que je pense que les résultats sont suffisamment clairs. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de lobbyistes aussi, hein, que peut-être qu'il faudrait essayer de faire du lobby. Mais voilà, non, je ne suis pas allé jusque-là. Mais je pense, enfin, je suis sûr qu'ils connaissent ces résultats. C'est publié internationalement et ça a quand même un certain impact. Cela m'emmène du coup à ma deuxième question. Est-ce que il y a certaines ONG par lesquelles vous passez pour pouvoir
faire du plaidoyer en ce qui concerne cela et peut-être essayer d'un peu plus porter le message. Oui, je pense que ça, en fait, c'est un élément un aspect qui nous manquait au début. Et maintenant, toutes ces dernières années, en tout cas, il y a cette collaboration-là. Beaucoup d'ONG se sont intéressés, internationales et nationales, se sont intéressés à nos travaux. Et c'est par eux que les résultats sont véhiculés. Parce que eux, ils peuvent faire le plaidoyer. Nous sommes des scientifiques et puis nous sommes des agents de l'État. Et il y a il y a des attitudes que nous ne pouvons pas prendre vis-à-vis du gouvernement, par exemple. Mais les ONG qui transportent ces messages ont la possibilité d'y accéder. Ils le font. Ils le font parce que moi, ça fait 2 fois que je suis allé à Moi, la première fois, on est allé, c'est la 3 fois. Nous sommes allés avec le professeur de mairie. Et puis, donc ça, c'était pour le compte du notre gouvernement de Kinshasa. Parce que là, il y avait un problème de la pollution par l'extraction de pétrole, pour du pétrolier. Donc ça, c'est dans dans le Congo central. l'ouest. L'ouest de la République, dans le Congo central, pas Congo, dans l'État. Et donc ça, c'était le gouvernement qui avait demandé à ce que nous puissions y aller. Et ça fait déjà 2 fois que des ONG ont demandé à ce que je puisse y aller. Je pense que de ce côté-là, c'est bien. Même chez nous, à Lubumbashi. C'est déjà mieux la collaboration. Il y a le centre Carter, il y a, par exemple, Rescomate, il y a Approche, tout ça qui demande. Et puis, Et puis, vous avez participé à la réunion de l'OCDE à Paris. C'est pour ça que le professeur Banza est en Belgique maintenant. Oui, Est-ce qu'on peut d'abord... sur la deuxième partie de ma question, c'était obtenir quelles réactions avez-vous obtenues à quelque niveau que ce soit. Ici, j'ai entendu l'inventaire de vos tentatives de présenter un plaidoyer, mais est-ce qu'il y a eu des échos ou c'est toujours un assourdissant silence? bon, le premier, comme je vous ai dit, c'est un domaine qui se heurte à des puissances d'intérêt économique et les gens peuvent être au courant. Ceux qui ont la possibilité d'agir, ils peuvent être au courant, mais s'ils savent on ne voudrait pas qu'on touche à cet aspect-là, ils vont pas nous appeler. Ils vont pas nous appeler. Et puis souvent, même chez nous, au niveau des entreprises, et ils vont appeler parfois des gens qui n'ont pas dans ce domaine-là. Les consultants sont formés de consultants. Et bon, ils font ce qu'ils peuvent faire. Et c'est une façon de maquiller pour dire qu'il y a quand même quelque chose qui s'est fait de cette manière-là. Donc, en fait, c'est un problème sérieux. Je sais pas où c'est là. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant de les suivre. Et, en tout cas, d'abord, merci pour les villages des Katondo. Parce que j'étais là-bas aussi, mais ce n'était pas pour recherche, c'était pour l'histoire. Parce que j'ai fait sur l'histoire. Ah ouais. J'ai été confronté par cette question parce que j'avais soif, je voulais boire de l'eau. Ouais. Et directement, il y avait une fille qui m'avait interdit, ils ne font pas boire de l'eau ici. Ouais. Je dois mourir. Ouais. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, non, il ne boit pas. C'est quand après, ils m'ont expliqué la situation. Ouais. Mais sauf que j'ai 3 questions. Oui, limitez-vous parce qu'il y a Posez d'autres une personnes. après l'autre, comme Oui, ça. oui, c'est directement Oui. ça dit, je ne sais pas comment c'est. Alors, c'est aussi donner l'occasion Oui. aux personnes qui sont libres. Donc, la première question, c'est de savoir. Parlez autrefois pour qu'ils entendent aussi. Oui. Donc, d'après vous, que pensez-vous d'ici 50 ans? Si nous continuons dans le même rythme de pollution de terre, Oui. que pouvons-nous espérer d'ici 2060? Si on change, s'il n'y a pas de changement paradigmatique Oui. de l'exploitation industrielle. Non, ça, d'abord à ça. En fait, il n'y a pas d'espoir. Au rythme actuel, il n'y a pas d'espoir dans les 50 ans parce que il n'y a rien qui est fait pour stopper ce processus de pollution. Et je pense que ce sera beaucoup plus grave parce que vous pouvez voir ça. Ça, c'est le mois de juin. J'étais là au mois de juin de l'année passée. Donc, ça veut de faire une année comme ça. Et donc, il n'y a rien du tout par rapport à ça. C'est que dans les 50 ans, ça sera la catastrophe. Et c'est là où je dis que
Et comme, en fait, la transition énergétique, c'était prévu que à l'an 2030, que l'on puisse se débarrasser de ce qu'on appelle voitures à combustible fossile. Et dans l'entretemps, vous pouvez imaginer le rythme de pollution. Et lorsqu'on arrive à 2030, c'est que ça sera la catastrophe chez nous. Donc, 50 ans, c'est même trop. Donc, ça répond indirectement aussi à ma deuxième question, c'était de savoir, moi je suis du point qui pense qu'on doit freiner l'exploitation. Pensez-vous que les Congo peuvent vivre sans l'exploitation des matières premières? Parce que moi, il y avait des anciens, mais pas dans notre province, mais à l'ouest. J'avais rencontré le professeur Papa Zima. Il m'avait dit clairement qu'avant la colonisation ou avant l'exploitation des mines, on vivait ici. Donc, on peut aussi vivre sans les matières premières en faisant de la culture. Il m'avait expliqué cette processus. Pensez-vous qu'aujourd'hui, est-ce que si on a des politiciens congolais pragmatiques qui décident au prix de leur vie de stopper l'exploitation de matières premières pour une question de 20 ans, pensez-vous qu'on peut se vivre sans ça? Non, moi, je voulais répondre par rapport à ma petite expérience, parce que moi, je suis né au Congo belge, mais j'ai grandi au Zaïre et puis au Congo. Donc, ça, avant, en 1960, je suis né avant 1960. Nous avions la Gécamine. C'était une société d'abord belge, Union du Katanga, qui avait été transformée en Gécomine, puis Gécamine. Et la pollution a existé, mais la Gécamine, donc dans le temps c'était l'Union du Haut-Katanga, était considérée comme une société de l'État, comme un patrimoine de l'État. C'est comme quelqu'un, donc chez vous, à la maison, vous avez votre salaire, vous avez acheté des vivres, vous mettez dans la maison et vous mangez progressivement, vous savez que ça vous appartient. C'est différent par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la transition énergétique, mais c'est tous les prédateurs du monde qui sont là-bas. C'est différent. Si c'était une société de l'État, donc stopper, moi, je ne suis pas d'accord. Mais peut-être revenir à ce que, donc, parce que le professeur Méry, dans son exposé, il a parlé du Fonds monétaire international qui avait demandé à ce qu'on puisse se libéraliser, donc, oui, permettre à des privés c'est ça. C'est ça la catastrophe, c'est cette décision-là. L'entreprise il devrait y avoir une entreprise de l'État, par exemple, l'Union du Haut-Katanga, qu'on a appelé Chicamine plus tard. À Manon, on avait la géomine, parce que on sait que c'est le propriétaire. Il gère la terre de la manière dont il veut. Mais ici, c'est le pillage. Donc, tant que ça évolue comme ça ne peut pas aller. Mais est-ce on doit supprimer? Non, on ne doit pas supprimer, on ne doit pas arrêter les activités minières parce que c'est un scandale géologique, c'est la vocation du pays. Et on doit revenir à l'ancienne formule. On doit avoir une société de l'État. J'ai trouvé une solution. Ah, j'entends. Mm. Je suis contente. Merci. Dans l'entretemps, on doit favoriser ce que vous venez de dire là. On doit favoriser l'agropastoral. Parce que le professeur Néméré l'a dit tout à l'heure, les gens qui font l'artisanat ont abandonné les champs pour aller dans les mines. Donc, on doit avoir une seule société de l'État. Par exemple, chez nous, comme la Gécamine, et à Manon, il y a eu la Jomine, la Zaire Congo éteint. Au Kivu, on avait la Sominki. Donc, on doit avoir les sociétés de l'État. Et puis, renforcer en fait, l'agriculture, l'agro-pastoral. En ce moment-là, nous avons des entreprises qui sont ici, qui collaborent avec nous, comme vous avez, c'est Micor, qui collaborent avec nous. Mais ici, c'est le pillage, c'est-à-dire que chacun voudrait exploiter au maximum. Voilà, donc c'est pourquoi les conséquences sont celles que nous avons. Si vous me répondez à la fin. Une petite question, professeur Banzat. Pour faire suite à votre dernier mot, supposons que l'État congolais n'ait pas le pouvoir idéal de renationaliser et de reconcentrer dans ses mains, sous son autorité, les industries extractives du Haut-Katanga. C'est peut-être l'idéal, comme vous venez de le dire, mais si ce n'est pas possible, est-ce que néanmoins il y a une possibilité d'imposer aux sociétés minières privées qui ont succédé à la Gécamine, n'est-ce pas, et qui pratiquent ce pillage,
un minimum de modalités d'action, de conditions d'action, c'est-à-dire une activité privée, effectivement, mais malgré tout un peu encadrée. Nous avons des industries pharmaceutiques ou industrielles qui sont des industries privées, à capitaux privés, mais qui néanmoins doivent observer certaines normes, n'est-ce pas, des normes de pollution, des normes de conditions de travail minimum, etc. Et dans le contexte congolais, est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen d'améliorer les relations et l'autorité sur ces, et le contrôle, un certain contrôle sur ces sociétés privées? Oui, je le crois. Parce qu'en fait, la difficulté d'abord qu'on a, c'est par rapport à la loi minière de 2002, qui a été modifiée en 2018. Donc, selon cette loi, cette législation, l'entreprise doit faire des analyses. Par exemple, le cours d'eau, la qualité de l'air, ainsi de suite, et doit faire rapport. C'est déjà une faiblesse. Il devait y avoir un service de l'État qui doit pouvoir... L'entreprise fait des analyses, c'est pour le bon fonctionnement. Mais il doit y avoir un service de l'État qui doit pouvoir contrôler, qui doit faire des analyses, le monitoring dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, en ce moment-là, on essaie en fait, de recadrer les entreprises. Mais aussi, ce que je voudrais... Parce que ces entreprises qui fonctionnent chez nous, il y en a qui sont de l'Europe, il y en a qui sont de l'Amérique, il y en a qui sont de l'Europe, qui sont de la Chine et consorts. Toutes ces entreprises-là connaissent les lois universelles. Donc, si vous voyez qu'il n'y a pas de gens qui peuvent vous contrôler facilement, mais ne fût-ce que par éthique, il y a une façon de pouvoir se comporter. C'est comme moi, je suis venu ici. Moi, je ne suis pas d'ici, moi, je suis de la République démocratique du Congo. Quand je viens ici chez vous, je dois observer. Il y a quand même des règles élémentaires que je dois pouvoir respecter dans la façon de me comporter. Et s'il y a des choses, par exemple, qui ne sont pas compatibles avec ce que je fais chez moi, par exemple, je ne peux pas le faire. Mais eux, ces entreprises-là, sont des entreprises qui sont installées dans des pays où la loi existe, où la loi est suivie. Pourquoi ne pas réfléchir dans ces termes-là, c'est-à-dire voir ce que l'on fait dans les pays d'origine et appliquer cela chez nous? C'est ça le grand problème qu'on a. Mais je pense que s'il n'y a pas possibilité que notre gouvernement puisse s'occuper de l'entreprise telle qu'on l'avait, par exemple la Gécamine, mais les privés peuvent faire cela. On venait de le dire, parce que même ici, il y a des privés qui font mieux. Mais ces privés-là devraient s'inspirer du modèle de leur pays d'origine pour l'appliquer chez nous. Je pense que ça pourrait aller. Mais les fautes, il y en a. Ça existe, il y en a. Merci beaucoup. Je crois qu'on a déjà dépassé un peu le temps, mais si vous êtes d'accord, on peut continuer jusqu'à 17 heures. D'accord, il n'y a pas de problème. Et puis, on est à votre là, mais je suis obligé de sélectionner un peu parmi les questions qui nous ont été envoyées. Il y a une question très technique pour le professeur Banza. Il y a quelqu'un qui demande, M. Tamas, qui demande que parmi les bioindicateurs que vous avez utilisés pour l'évaluation de la qualité écologique des cours d'eau dans vos zones d'études, avez-vous travaillé avec les insectes aquatiques, comme par exemple les trichoptères, plécoptères, éphéméroptères? Alors, ça dit en fait, oui, quand on choisit les bioindicateurs, c'est parce que dans ces approches, dans l'approche écotoxicologique, on a dans l'évaluation des effets sur le plan écotoxicologique, on a deux approches. Il y a l'approche biologique et l'approche chimique. Dans l'approche biologique, c'est le constat. Par exemple, donc, on se sert des bioindicateurs. Ça peut être des bioindicateurs animaux ou des bioindicateurs végétaux. On voit, par exemple, les organismes qui devraient exister dans un cours d'eau. Lorsqu'ils sont absents, ça signifie qu'il y a un problème, il y a pollution. Mais ça ne peut pas nous orienter sur la nature de la pollution. C'est un peu ça ce que nous avons fait. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas choisir tout ce qu'il y a comme bioindicateurs. Il y en a plusieurs, mais on choisit une gamme, un certain nombre de bioindicateurs. Nous avons choisi 3. Nous avons choisi les poissons, parce qu'ils sont consommés dans ces villages-là, dans ces milieux. Nous avons choisi les crabes parce qu'ils sont consommés.
Nous avons choisi aussi les escargots parce qu'ils sont consommés, peut-être dans certains milieux, on les consomme, mais dans beaucoup de milieux, on ne les consomme pas, mais ils constituent l'alimentation pour certains autres poissons. Donc, nous avons réfléchi de cette manière. On n'a pas choisi tout. Il y en a qui choisissent d'autres bioindicateurs. Il y en a, par exemple, qui utilisent même les parasites, hein, les ectoparasites et les endoparasites. On voit si, par exemple, donc, au niveau des poissons, quels sont les parasites comme bioindicateurs. Nous avons choisi 3 seulement. On n'a pas choisi les insectes. Les insectes, on n'a jamais choisi. C'est une possibilité. C'est une possibilité aussi. Eh bien, nous avons déjà utilisé aussi, par exemple, les rats et les souris. Parce que comme ils vivent dans la maison, par exemple, l'évaluation de l'exposition humaine, et comme les rats vivent dans les maisons, chez nous, on trouve des rats dans des maisons, et donc leur contamination reflète la contamination humaine parce qu'ils vivent ensemble. Et on peut se permettre de faire des autopsies de rats, oui, alors qu'on ne peut pas les faire chez les humains. des humains. Oh, oui. Merci beaucoup. Il y a une question de M. Namouich qui pose la question juridique. Il dit, bon, ce qui se passe maintenant au Katanga, en fait, il faudrait introduire des procédures juridiques contre cela. Est-ce qu'il y a des outils juridiques qui peuvent agir de façon efficace? Je pense que le professeur Nemery a parlé un peu de cet aspect-là. Et la première difficulté, c'est qu'il faut suffisamment de données scientifiques. Parce que les pollueurs, les entreprises qui polluent, vous allez lui dire que la couleur a changé. Il faut vous dire, bon, prouvez-moi qu'est-ce qu'il y a là-bas, dans cette eau-là, qu'est-ce qui prouve que c'est une pollution. Je pense que c'est là où, par exemple, même vous tous qui êtes ici, si vous avez la possibilité de nous connecter quelque part, nous pouvons trouver des financements, nous pouvons faire, parce que l'équipe est grande. Vous avez vu les publications, notre équipe est grande. Avant d'arriver, de recourir à une procédure judiciaire, par exemple, il faut disposer de données. Et ce n'est pas nous qui pouvons faire ça. Parce que nous sommes des scientifiques. Les ONG peuvent utiliser nos résultats pour entamer une procédure juridique, comme les populations locales. Elles peuvent utiliser ça, mais ce n'est pas nous qui pouvons faire ça. Mais il faut des moyens. Les procédures juridiques, il y en a qui existent, mais qui ont surtout trait aux conditions socio-économiques. C'est surtout en cas d'éviction des villages où les populations sont déplacées. Là, il y a des actions juridiques qui se font. Il y a entre autres un avocat, Donna, qui fait ça à Kolwezi. Mais à notre connaissance, il n'y a pas eu d'action en relation avec la pollution. Non. Souvent, les gens se plaignent plus des conditions de pauvreté, d'être mal payés, etc., que des conditions de Mais il y en avait santé. déjà une fois pour la catastrophe écologique qui a eu lieu en novembre 2011 sur la rivière Kafogo. Il y a eu un procès à Lubumbashi, mais je pense qu'il n'a pas abouti, ce procès-là. Je pense que le problème est ailleurs. Ça n'a pas abouti. Parce que Ça n'a pas abouti. Ça s'est aussi répété, c'était en 2021, quand j'étais en Espagne, il avait, précisément, il avait des femmes qui développaient des dons. Donc, on avait accusé l'entreprise. Oui. Et malheureusement, c'était une crise que lorsqu'on est parti en procès, c'est nous qui étions victimes qui ont été condamnés. Oui, comme ça. Donc, ça n'a pas abouti. Les docteurs même qui avaient qui avaient diagnostiqué les malades, étaient en prison pour 6 mois pour les faux propagandes. Oui. Et on avait toutes les données sur place. Oui, donc c'est ça le problème. Mais je pense que ce qui est plus important, c'est qu'on puisse savoir si on a des données scientifiques qui sont fiables, ça peut aller. Et là, ça demande des moyens. Donc, ça demande des moyens, mais notre équipe est très limitée en termes de moyens. C'est un message très clair pour tout le monde, je crois. Effectivement, préciser le cadre. Une seconde, je serai très bref. Vous avez déjà parlé 2 points. Je vais d'abord donner un Non, j'ai insisté. Il y a une question qui vient du professeur Madika. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à ça. C'est-à-dire qu'il demande qu'il y a des études économiques qui ont été faites sur le revenu des creuseurs et particulièrement sur les femmes aussi qui travaillent dans le secteur artisanal. Mais c'est peut-être pas votre domaine. Non, tu pouvais poser la question d'abord. Sarah. C'est Sarah qui a posé la question? Non, c'est le professeur Madika. La question, elle est posée comment? Non, est-ce qu'il y a des études économiques
Oui, il y a qui Sarah a des estimations. de l'université d'Anvers qui Ouais, travaille dans ouais, ce secteur-là. ouais. Ouais. Alors, je crois qu'il y a une dernière question avant que. Il y a l'Agence congolaise de l'environnement. Ouais. Est-ce qu'elle n'agit pas ou est-ce qu'elle n'a pas les moyens est-ce qu'elle n'a pas les moyens d'agir pour faire respecter la réglementation? Bon, je sais pas exactement. Je pense que, en fait, je sais pas, apparemment, c'est comme si cette agence est limitée parce que quand on voit des choses comme ça, c'est qu'elle est limitée dans la façon d'agir. Hein. Il y a des insuffisances à la fois au niveau des connaissances et de l'expertise des gens qui sont dans ces agences. C'est une discipline quand même pas si facile. Ouais. Et il n'y a pas non plus d'équipement. La pollution par le SO2 à Kunguru, mais il n'y a personne au niveau gouvernemental qui dispose d'un appareil qui coûte 500 € pour mesurer le SO2. On vient d'en acheter un maintenant et il va le prendre avec lui pour connaître les niveaux. Donc, c'est un peu les défaillances sur le plan technique des agences qui sont supposées vérifier les conditions d'environnement et les conditions de travail aussi. Et si je peux me permettre, j'ai pu discuter avec plusieurs personnes qui travaillent au sein de ces agences. Et on m'a dit qu'il y avait souvent des pressions qui étaient exercées aussi par les entreprises, mais aussi par des dignitaires. Enfin, voilà, je pense que c'est un élément. Il ne faut pas se cacher face. Toutes ces questions ont un sens dans un état de droit. Au Congo, quelles que soient les législations qu'on met en place, elles ne seront pas appliquées, ou elles seront appliquées en fonction des intérêts de ceux qui ont les moyens financiers de contourner cette législation. J'ai été 35 ans journaliste en Afrique centrale et j'ai été 15 ans consultant au Fonds monétaire international et j'ai travaillé les 15 dernières années sur le secteur des mines. Et donc, je peux vous dire que on peut aller plus loin. On parle de changer la Constitution, mais on n'a pas appliqué les deux précédentes. Pour faire une législation, tout ça, c'est très bien, prendre des mesures, etc. Il faut un état de droit qui fasse respecter ça. La seule chose qui est institutionnalisée au Congo, c'est la corruption. Voilà. Est-ce que je voulais Il y avait une question. Il y a l'autre qui voulait poser la question. Ah, d'accord. Excusez-moi. Merci. Parce qu'après vous, il y a encore une dernière question en ligne. Ouais. Merci. Ma question est par rapport à la vulgarisation du rapport. Oui. C'est un rapport assez intéressant. Mais qu'est-ce qui est fait pour qu'il soit ouvert au public? Est-ce qu'il est disponible à être consulté par le public international ou congolais? Et qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là? Le rapport, nos publications. Vos études, oui. Bon, nos études sont d'abord scientifiques. Oui. C'est ça, oui, nous sommes accessibles. Mais le public chez nous, il y a beaucoup qui sont des universitaires. Je pense que ce n'était pas tout à fait nécessaire que l'on puisse souvent, comme je toujours expliqué, ils ne peuvent que exploiter ces publications-là. Mais il y en a qui devraient les vulgariser, par exemple les journalistes. Donc, dès qu'ils ont exploité, ils peuvent les vulgariser. Parce que nous, quand on écrit, nous, c'est la science, nous publions, on s'arrête à ce niveau-là. Et ça pouvait être exploité par les journalistes, par exemple, pour expliquer à la population, mais ça pourrait aussi être exploité par les ONG pour le plaidoyer auprès des entreprises et auprès de l'État. Le professeur Vanza a déjà très souvent fait des exposés un peu partout dans la région. Donc, ce n'est pas que nous restons dans notre tour d'ivoire, hein, mais tous nos résultats publiés, vous allez sur Google, vous cherchez Vanza, vous allez trouver toutes ces publications. Enfin, il faut faire plus que Vanza, hein, mais... Et j'ai quelques tirés à part avec moi pour ceux que ça intéresse. Ah, certainement. Il y a encore une question. En fait, il y a une question de M. Kamas qui est un peu personnelle pour Banza, qu'on peut traiter peut-être en dehors du forum. Okay. Il y a quelqu'un qui pose la question. C'est qui, là? M. Kamatz. Bon, ça mobilise. Maintenant, Maintenant, c'est une question quand même importante. Il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il y a des alternatives donc pour la population? La population, finalement, ils sont
presque obligés peut-être de travailler dans les mines artisanales. Est-ce qu'il y a des alternatives Oui. pour Oui, survivre? oui, il y a, en fait, parce que c'est ce qui amène les gens et les enfants dans les mines, c'est la pauvreté. Parce que parmi ces enfants-là qui travaillent dans les mines, il y en a qui payent leurs frais d'études à partir de cela. C'est là où, par exemple, moi personnellement, je ne vois pas pourquoi, sur le plan international, on s'attelle beaucoup sur le travail des enfants. Qu'est-ce que l'enfant peut faire? Il a besoin d'étudier et ses parents sont pauvres. Mais la seule possibilité, c'est d'aller, par exemple, laver les minéraux pour trouver des minéraux. On en a trouvé déjà donc, beaucoup de fois dans les sites. Je pense que de ce côté-là, pour les enfants, par exemple, il n'y a pas de choix. On devrait les laisser travailler parce que c'est autant qu'ils paient les études que de les laisser ne pas étudier. Les alternatives pour les autres, il y en a. L'agriculture, par exemple. Évidemment, l'agriculture, on récolte à terme. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez avoir l'argent, mais je pense que c'est beaucoup plus stable que l'artisanat. Parce qu'il y a beaucoup de risques dans l'artisanat, professeur Nemery en a parlé. Le risque d'abord d'éboulement, et il y en a qui sont asphyxiés par le phénomène hypoxique dont on a parlé tout à l'heure. Il y a donc beaucoup de choses qui font à ce que ces gens-là n'ont pas en fait un avenir radieux. Mais je pense qu'au travers de l'agriculture, je pense qu'ils peuvent se développer. Agriculture, élevage, ça peut aller. Mais le terre à Katanga. Pardon? L'agriculture est par terre au sud du Katanga. Oui, l'agriculture ce n'est pas, au stade actuel, ce n'est pas qu'on manque de la terre. La terre, il y en a. La forêt. Oui, il y a par exemple, je prends par exemple le Lalaba, du côté Musumba, Muchacha, il y a encore de l'espace où on peut cultiver. Même chez nous, au Katanga, c'est la même chose. Voilà, donc, Olomami, Tanganyika. Le problème, c'est la difficulté à laquelle les gens se heurtent. Ce sont des routes. Je vous ai présenté comment nous voyageons pour accéder à des sites de prélèvement. Parce que les gens peuvent produire, mais maintenant, pour évacuer ce qu'ils ont produit, et ça pose un problème. Je pense que si on pouvait arranger les routes, et on pourrait inciter beaucoup plus les gens à cultiver. Je pense que c'est le secteur qui pourrait beaucoup mieux aider. J'étais au mois de novembre, quand je rentrais des États-Unis, je suis descendu au Kenya. Nous sommes allés faire dans la conférence, c'était à Naivasha, à 150 km de Nairobi. C'est une région tout à fait agro-pastorale. Il n'y a pas d'autre activité, mais les gens vivent bien. Donc l'agriculture, c'est un bon secteur. Je pense qu'on doit les encourager à cultiver et à C'est élever. infiniment plus rentable de creuser Et à que de la cultiver. Avant que toi sois pollué. Bon, une dernière question. Une dernière intervention. Il faut combien de distance de cette région toxique pour pouvoir cultiver en sécurité? Non, il y a des endroits où il n'y a pas d'exploitation minière. Par exemple, pour le Lualaba, si vous allez du côté de Moussumba, c'est 150, 200, 300, même 700 kilomètres. Si vous allez oui, à la province du Olomami, nous avons déjà été avec pour Seine-Emery, c'est 600, c'est 700 kilomètres. Donc, il y a des endroits où on peut cultiver. Il y en a. Moi, je crois qu'on pourrait évidemment continuer jusque demain matin. Je pense qu'il faudrait quand même parler de l'aspect international. Hein. Oui. Beaucoup de ces problèmes ne sont pas seulement la faute de la faillite de l'État. De l'État, c'est aussi les relations au niveau du commerce international qui font que le Congo n'est pas toujours vraiment libre de faire ce qu'il devrait faire à cause de la corruption, mais aussi à cause de la situation politique globale, internationale. Ça mérite un débat. Ben oui, mais je voulais quand même qu'on n'oublie pas de parler de cela. Justement, parce que ces entreprises sont chez nous et répondent. Tous ces produits-là viennent ici, à l'Occident. On devrait s'intéresser, savoir comment est-ce que c'est exploité. Ça pouvait être. Mais il y a parfois des décisions qui sont prises au niveau international qui frappent le pays, alors que la difficulté, c'est ici.
C'est ici, par exemple, on va dire, par exemple, ça ce sont les minéraux qui sont produits par les enfants. On ne doit pas acheter. Alors que l'enfant cherche le minéral. Et si vous allez, par exemple, dans des zones où on exploite des minéraux, par exemple, les minéraux du cuivre, et ils appellent ça, on peut appeler cuivre, donc les minéraux du cuivre. Mais donc, lorsque les gens, les acheteurs, parce que ce sont les acheteurs qui ont les appareils de mesure, ce sont les acheteurs qui ont la balance. Vous pouvez peser un peseur. Le sac donc, représente 70 kilos, mais quand il arrive chez l'acheteur, c'est 30 kilos. Donc, la teneur, ça doit être par exemple 20%. Chez l'acheteur, c'est 3%. Parfois, le trésor amène sa marchandise et l'acheteur lui dit non, la teneur n'est pas suffisante. Il a amené tout un camion, il a déjà payé le transport. Le camion est arrivé. Quand on lui dit que la teneur n'est pas suffisante, mais est-ce qu'il doit rentrer avec ça? Il laisse. Mais s'il revient demain, il n'y en a pas. Il revient, donc il a laissé la marchandise, mais quand il revient demain, cette marchandise n'est pas là. C'est-à-dire qu'elle a été prise gratuitement. Je pense que il y a des problèmes qui dépendent de notre pays, mais il y a des problèmes qui dépendent des acheteurs parce que tous ces produits-là sont raffinés dans les pays industrialisés. Je pense qu'il devait y avoir la pression de ce côté-là. Le premier problème, c'est que 1% de la population congolaise possède près de 90% des richesses. Et 99 millions de Congolais vivent avec moins de 2 millions de dollars, avec moins de 2 dollars par an. Et ça, c'est le problème fondamental. Et un État de droit, c'est un État qui exerce ses droits régaliens, qui a une politique des affaires étrangères, qui a une politique de la défense et qui a une politique des droits humains et de protection de ses citoyens. C'est évident. Ok, merci beaucoup. Je crois vraiment qu'on a pu Merci. Un grand merci pour cet exposé vraiment passionnant. Je crois que la prochaine édition sera des problèmes au niveau international, je crois. C'est un excellent sujet. Merci beaucoup et merci à tout le monde qui nous a suivis en ligne. Un grand merci.